Bonjour à tous, Léon Weinstein en direct de Los Angeles, Californie. L'étude de la guerre, il s'avère qu'il existe une telle spécialité, mesdames et messieurs, il existe un institut d'études de la guerre, et cet institut est dirigé par une personne intéressante qui s'appelle le général 4 étoiles. C'est-à-dire que nous avons un genre de général d'armée, probablement l'équivalent des grades russes, général d'armée, donc Jack Keane. J'ai souvent écouté des experts au niveau des colonels, des généraux de brigade ou des opinions politiques de dirigeants militaires en activité. Ils ne peuvent pas se passer de politique, ils sont trop liés à la direction. Mais un stratège au niveau, disons, du premier adjoint du commandant de l'armée américaine qui a combattu aux côtés de Patreus, Jack Keane. Je l'écoute de temps en temps, mais là il a donné une interview très intéressante, je veux vous la transmettre. Donc, pour que vous compreniez la grandeur, disons, la taille, je ne sais pas, l'importance, pas la grandeur ou la taille, mais l'importance de cette personne. Disons que Bush fils lui a proposé de devenir ministre de la Défense. Il a refusé en disant qu'il n'était pas un homme politique. Et alors, le vice-président sous Bush lui a proposé d'être responsable de tout ce qui se passait au Moyen-Orient. Du point de vue militaire, Keane a refusé. Il est conseiller auprès des membres du Congrès et du Sénat des deux partis. En 2018, Trump a proposé à Keane le poste de ministre de la Défense, mais Keane a refusé. Et comme contre-proposition, il a dit à Trump qu'il serait ravi de devenir son conseiller non officiel auprès du président. Et il est membre de ce qu'on appelle le Conseil de défense des États-Unis. Ça s'appelle un peu différemment, mais j'essaye juste de le rendre compréhensible en russe. Eh bien, voyons donc ce qu'il nous a raconté d'intéressant. Oui, eh bien peut-être. Dmitri Medvedev, haut fonctionnaire du service de sécurité de la Russie et évidemment un allié très proche de Vladimir Poutine, l'a exprimé mieux que quiconque. Il a dit que les négociations d'Istanbul qui viennent tout juste d'avoir lieu hier ne sont pas une question de compromis pour la paix. En vérité, leur but est de garantir une victoire rapide de la Russie. Je pense que c'est précisément cette position que la Russie défend actuellement. Ils gagnent du temps, ne voulant faire aucune concession, car ils voient toujours la possibilité de gagner dès maintenant. Ils voient une chance et continuent d'avancer dans cette direction. Le général Keane, directeur de l'Institut d'études de la guerre, a d'abord exprimé une idée assez claire. Tant que la Russie pensera qu'elle est en train de gagner sur le théâtre des opérations militaires, elle continuera à se battre. Alors, où en sommes-nous maintenant et que doivent faire les États-Unis? Nous savions tous que ce serait difficile, le président Trump le comprenait en entrant dans cette situation, rien ne sera facile. Même si les deux parties veulent mettre fin à la guerre, et l'une d'elles ne le veut clairement pas, car elle pense toujours pouvoir gagner, ce sera quand même difficile. Nous devons regarder ce qui a vraiment fonctionné. Le président Trump a utilisé l'Ukraine comme levier de pression, parce qu'il voulait obtenir des garanties de sécurité. Et cela était en quelque sorte compréhensible du point de vue de Zelensky jusqu'à la conclusion de l'armistice. Mais aujourd'hui, il est clair que la Russie va se dérober et se dérober encore. Si Zelensky était allé aux négociations lorsque Trump a proposé un règlement pacifique, nous serions là où nous sommes aujourd'hui à ce stade, sans avoir perdu 4 mois. Et combien 15 à 21 000 morts au front? Qu'a fait Trump pour que Zelensky accepte ces négociations? Et le président a utilisé cela en arrêtant de fournir des renseignements et de l'aide militaire, et Zelensky a levé ses conditions. Et cela faisait partie du processus de paix que les États-Unis utilisaient pour amener quelqu'un à changer son comportement. Cela a pris 4 mois. Maintenant, ce problème est résolu. Et devant nous se trouve la Russie. Nous devons agir de même avec la Russie. C'est inhérent au processus, pas quelque chose d'extérieur. Et cela signifie que nous devons utiliser des leviers de pression sur elle, et nous ne savons pas si cela fonctionnera réellement. Soyons honnêtes à ce sujet, mais nous savons ce qui ne fonctionne pas, et de simples discussions diplomatiques ne fonctionnent pas.
C'est pourquoi le levier de pression, à mon avis, c'est d'abord l'aide militaire, ainsi que la fourniture de puissants systèmes de défense antiaérienne et d'autres choses dont ils ont cruellement besoin. Pourquoi donc ? Parce que, lorsque Poutine voit que les États-Unis continuent de soutenir l'Ukraine, il comprend qu'il ne pourra pas remporter la victoire. Les preuves sont déjà juste devant nous. Le général dit des choses compréhensibles, même pour les civils. En plus de 3 ans de guerre contre un État plus petit, qui dispose de beaucoup moins de missiles, de bombes, de mines, de balles et d'autres armes, la Russie militarisée piétine pratiquement sur place, n'ayant guère avancé depuis ses premières conquêtes, et pas un pas de plus en profondeur. Maria, la guerre dure déjà depuis 39 mois, 39 longs mois. Il nous a fallu autant de temps pour vaincre l'Allemagne nazie, et Poutine n'a toujours pas réussi. Il n'a même pas conquis tout le Donbass qu'il voulait déjà prendre en 2014. Donc il ne pourra pas réussir si les États-Unis continuent de fournir une aide militaire. Il le sait sûrement. La Russie sait que seule une rupture totale entre l'Ukraine et les États-Unis rendrait possible la victoire de la Russie. Sinon, ce n'est pas envisageable. Mais Poutine vient juste de montrer son vrai visage à Trump. Oui, et ce visage n'était ni sympathique, ni bienveillant, ni honnête. Il n'y en avait pas, malgré ce qu'on dit. Deuxièmement, imposons des sanctions écrasantes pour faire pression sur Poutine, comme nous l'avons fait avec Zelensky. Cela fait partie du processus. Nous ne savons pas, soyons honnêtes, si cela va fonctionner, mais il faut certainement essayer maintenant, car les négociations n'apportent aucun résultat. Ah, je voulais justement vous dire. Lindsey Graham parle de faire avancer ce projet de loi pour imposer des sanctions sévères contre la Russie. Je veux dire, regardez, si le monde libre permet à la Russie de simplement dicter ici les conditions et de déclarer que toutes ces exigences que je viens d'énumérer sont soi-disant nécessaires pour mettre fin à la situation. Qu'est-ce qui empêcherait Xi Jinping d'agir de la même manière à Taïwan ou ailleurs où il le souhaiterait? Qu'est-ce qui empêcherait la Corée du Nord d'agir ainsi envers l'Iran, vous comprenez? Alors le monde libre doit prendre position ici pour isoler la Russie, n'est-ce pas? Vous avez raison, je parle de Lindsey Graham. Il s'est rendu à Kiev ce week-end avec Richard Blumenthal. Ensemble, ils promeuvent un projet de loi sur les sanctions au Sénat, qui prévoit des tarifs de 500% pour les pays qui achètent de l'énergie à Moscou. Est-ce que cela n'enverrait pas le bon signal à Vladimir Poutine? Je comprends bien sûr que les discours émotionnels sont impressionnants. Mais qui est donc ce monde libre dont elle parle? Belgique, Singapour, peut-être le Japon, le Canada, le Danemark, la Hollande? Non, il n'y a qu'une seule puissance sur la planète capable d'arrêter la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord. Cette puissance, c'est les États-Unis. Il n'y en a pas d'autre. Donc, selon cette logique, nous devons envoyer nos gars, avec notre propre argent, d'ailleurs, que nous n'avons pas. Nous l'empruntons à la Chine pour faire la guerre à la Chine. Donc, pour que nos gars aillent partout dans le monde et protègent tous ceux qui ne se sont pas armés eux-mêmes, qui ne se sont pas préparés, qui n'ont même pas investi dans la défense commune comme l'OTAN. S'il s'agit de pays de l'OTAN, bien sûr, ils restent convaincus que nous les protégerons. Franchement, ça me dépasse un peu tout ça. Bon, d'accord. Et vous, général Keane? Il répondra en tant que militaire. À ces gens-là, il ne faut pas donner du pain, mais la guerre. Ça marchera si on accompagne cela d'une augmentation de l'aide militaire. Poutine se concentre davantage sur la situation sur le champ de bataille, car c'est précisément ce qui compte le plus en ce moment. Il veut obtenir une victoire militaire totale, renverser ce régime et diriger ce pays lui-même à travers une marionnette. C'est cela, mais aussi la pression nécessaire des sanctions. Que faut-il comprendre à propos de Poutine? En ce qui concerne les sanctions, il les a toujours traitées avec mépris, car il pense pouvoir les contourner. Je ne minimise en aucun cas l'importance des sanctions, je pense qu'elles sont extrêmement importantes, mais l'aide militaire l'est encore plus. Et vous avez absolument raison, je comprends. Nous devons tracer une ligne et adopter une position ferme. Il n'y a aucun doute là-dessus. Non, Président, si nous reculons et cédons, comme Poutine le souhaite, il cherche à épuiser le président pour qu'il abandonne et dise « J'abandonne ». Ce sera une victoire pour Poutine, ce sera une victoire pour Xi. Cela renforcera également la détermination de l'ayatollah à résister aux États-Unis. Et là-dessus, vous avez absolument raison. Et qu'est-ce qui va encore se passer à la suite de cela?
Nos alliés ressentiront une menace parce que nos adversaires deviendront plus audacieux. C'est le moment idéal pour utiliser cela dans le processus de paix. Nous en faisons tous partie et devons utiliser l'influence des États-Unis. Utiliser l'influence que possèdent les États-Unis. Si j'ai bien compris, Jack Keane ne croit pas vraiment aux 500% de sanctions contre ceux qui achètent du pétrole à la Russie, du pétrole et du gaz à la Russie. Ce sont la Chine, l'Inde et encore quelques pays de l'OTAN en Europe. Il n'est pas clair comment imposer des sanctions contre eux, contre tous. La seule chose, c'est, disons, d'adopter cette loi, puis de donner au président le droit de les imposer ou de les lever. Mais Donald Trump le fait déjà. Là-bas, c'est soit 30%, soit 50%, soit 20%, soit 10%, puis soudainement encore 145%. Alors, quel est le sens de cette législation ? Je ne comprends peut-être pas quelque chose. De mon point de vue, ça sonne probablement idiot, c'est pour ça que je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu ni entendu quoi que ce soit qui puisse me convaincre que ce n'est pas de l'idiotie. Mais bon, voyons la suite. Je veux dire, nous savons tous que la Chine est derrière la Russie et lui apporte un tel soutien. Le président prévoit de parler avec Xi Jinping cette semaine. J'aimerais savoir si cette question sera soulevée afin que le président Trump puisse faire pression sur Xi Jinping pour qu'à son tour, il fasse pression sur Vladimir Poutine. Le président Trump a-t-il une marge de manœuvre pour pousser la Chine à adopter la bonne position et à cesser de soutenir ses adversaires à travers le monde ? Est-ce que cela aiderait ? Cela aiderait grandement, sans aucun doute. La Chine est vraiment le principal soutien de la Russie. Ils financent la guerre en achetant leur pétrole à prix réduit. Ils fournissent une énorme quantité d'aide sous forme de matériel militaire. Ils ne fournissent pas de plateformes comme des chars, des véhicules de combat ou des pièces d'artillerie, mais ils fournissent tous les composants nécessaires à leur fabrication, y compris les produits chimiques essentiels, les minéraux de terres rares et tout le reste. Pour soutenir une armée sur le champ de bataille, il faut bien plus que des armes et des munitions, et ils leur apportent une aide considérable. Donc oui, c'est précisément pour cela que ces sanctions sont très importantes, car elles impliquent des sanctions secondaires. En ce qui concerne l'Iran, je pense que voici comment je vois la situation. L'ayatollah a permis à son président, qui est manifestement un peu plus modéré que lui-même, d'essayer de s'engager dans des négociations afin de retarder au maximum une éventuelle attaque, pour qu'ils puissent rétablir leur système de défense antiaérienne que les Israéliens ont détruit, en premier lieu les S-300. Ils le font en ce moment même. Je pense que l'ayatollah ne permettra pas aux États-Unis de démanteler son programme nucléaire. Autrement dit, il s'agit de la capacité de produire de l'uranium enrichi de manière autonome, des centrifugeuses sur ces sites secrets. Nous devrions être sur ces sites pour observer leur destruction de nos propres yeux. Il ne l'autorisera pas, mais jusqu'où ira-t-il ? Je pense qu'il est prêt à accepter une frappe, parce qu'il croit qu'une partie de son programme, quelque chose de tout cela, survivra. Et il pourra quand même continuer à développer des armes nucléaires, même malgré les sanctions. Voilà sa position, et nous devons vraiment comprendre ce qui est en jeu pour Saïd-Olo. Il joue un jeu très dur. Il ne renonce pas à l'idée de posséder des armes nucléaires. Pourquoi est-il tellement obsédé par cela ? C'est vrai, c'est assez évident. Dès qu'il aura des armes nucléaires, il pense qu'il assurera la survie du régime. Que vous ne pourrez pas. Personne n'osera lancer une attaque conventionnelle contre lui pour renverser son régime s'il possède des armes nucléaires. Bon, je vais donc traduire à nouveau en langage humain. Le jeu de Poutine consiste à gagner le plus de temps possible pour s'emparer d'une autre partie de l'Ukraine, ou peut-être attendre que les États-Unis se retirent du processus et forcer l'Ukraine à capituler. Le jeu de l'Iran, c'est aussi de gagner le plus de temps possible. Même subir un bombardement israélien, mais cacher une partie de son programme, fabriquer plusieurs bombes atomiques et assurer de la l'inviolabilité de leur régime. C'est donc cela, c'est ce qu'ils veulent avant tout obtenir. Maintenant, le jeu de l'Ukraine est de tirer les choses en longueur autant que possible, pour attendre que les États-Unis s'énervent contre Poutine et commencent à exercer une pression sur la Russie, dans l'espoir qu'une partie de la stratégie des États-Unis consistera à augmenter les livraisons d'armes de la part des Alliés.
Les partenaires télécommerciaux des États-Unis ont aussi leur propre tactique. Ils traînent. Ils attendent tous. Et si jamais il arrivait quelque chose aux États-Unis avec Donald Trump, avec le commerce, avec la guerre, pour ne pas avoir à baisser les tarifs douaniers et les barrières à l'importation de produits américains dans leur pays. Et ne pas changer l'ordre mondial qui leur convient, mais le remplacer par un ordre qui conviendrait à quelqu'un d'autre, y compris, peut-être, moins avantageux pour eux. Oui, c'est leur perception. Honnêtement, ils considèrent cela comme moins avantageux. Ensuite, et si jamais, disons, quelque chose se passe là-bas, chez Khajín Sredina là-bas, celui dont l'âne meurt, dont l'empereur meurt de la peste. Eh bien, en général, dans ce cas. Eh bien, nous, donc, aux États-Unis, dans ce jeu, nous n'allons pas attendre le vieux monde occidental endormi. C'est pourquoi Selon les informations, le président Trump exige que les partenaires commerciaux des États-Unis présentent leurs meilleures offres d'ici demain, car la date limite pour l'introduction des tarifs, le 8 juillet, approche déjà. C'est un jeu économique mondial à élimination et la Maison-Blanche affirme qu'elle ne compte pas patienter davantage. Réduction des tarifs, quotas plus équitables et respect réel des règles, qu'il s'agisse du commerce numérique ou des minéraux critiques. Ce sont précisément ces exigences provenant de Washington. Et Donald Trump lui-même accentue la pression en écrivant dans « Si d'autres pays sont autorisés à utiliser des tarifs contre nous, mais que nous ne sommes pas autorisés à leur répondre de la même manière, alors notre pays n'a même pas la moindre chance de survie économique. » Selon des sources, des accords avec des alliés comme l'Inde pourraient être à notre portée, mais avec d'autres, notamment en Europe et en Asie, nous pourrions faire face à une opposition sérieuse. Donc, j'en ai déjà parlé avec Luba Sanese et j'ai dit que la liste des tarifs qu'il tenait dans ses mains n'était en réalité pas une vraie liste. Tout cela faisait partie des négociations. J'étais optimiste lorsque l'accord avec le Royaume-Uni est apparu. Quand il y a eu une pause avec la Chine, je me suis dit que tout se passait bien. Quand il a dit que nous avions des problèmes avec l'Union européenne, j'ai dit que nous avions des problèmes avec Houston. Et pour moi, cela signifie que le problème est bien plus grave. Le monde s'est habitué au statu quo, cela leur convient. Ce que propose Trump, c'est de briser les habitudes, et cela exige même des sacrifices. L'importation de leurs marchandises aux États-Unis sera plus chère, l'importation de marchandises américaines dans leur pays sera moins chère. Autrement dit, les partenaires commerciaux des États-Unis vont perdre sur les deux fronts. Et ils traînent. Comme je l'ai déjà dit, à qui l'âne, à qui le padisha. Avec la Chine, tout semblait bien se passer et prendre de l'élan, mais désormais, le rythme ralentit. Le Congrès sera difficile, car il s'agit de négociations avec 27 pays différents. Quelqu'un se sentira forcément lésé, mais le temps n'attend pas. Je pense que le président a raison de soulever cette question, d'y insister maintenant et d'utiliser tous les moyens possibles. Qui aurait pu penser que les réseaux sociaux pourraient avoir une telle influence sur les affaires internationales et la politique économique? Oui, je comprends si c'est ce qu'il essaie de faire, mais je pense que les ultimatums peuvent parfois se retourner contre toi. Il faut être prudent. Taylor, si nous regardons les pays avec lesquels il est le plus difficile de négocier, je dirais probablement que la Chine et l'Union européenne sont en tête de cette liste. Donc, vous voyez une partie de cela? C'est très intéressant. Les gars, nous avons beaucoup parlé de qui a le plus besoin de l'autre. La Chine a plus besoin des États-Unis. Ils céderont, appelleront et cligneront des yeux en premier dans ce jeu de nerfs. Cette nuit, les données du secteur manufacturier privé chinois sont sorties et il s'avère qu'elles sont passées de la zone de croissance à la zone de contraction. L'indice des nouvelles commandes à l'exportation en Chine tombe à son niveau le plus bas depuis juillet 2023. L'emploi diminue, les prix restent bas car la demande et l'offre s'affaiblissent. Voici une autre citation de fabricants chinois. Les facteurs défavorables influençant le développement économique de la Chine prédominent toujours. L'incertitude de l'environnement commercial extérieur a augmenté. La pression sur l'économie s'est intensifiée par rapport aux périodes récentes. Quoi? Qu'est-ce que tout cela signifie? Nouvelles constructions, mais les nouvelles constructions sont mises en pause, les commandes diminuent, le chômage augmente, la Chine a des problèmes. Au fait, qu'en est-il des États-Unis à la suite de tout ce qui s'est passé chez nous depuis le 2 avril? À notre grande surprise, au premier trimestre, les États-Unis ont démarré la construction de nouvelles usines de production.
Mon graphique du jour montre que la construction de sites de production aux États-Unis se situe à un niveau 250% plus élevé qu'en 2019. Donc, il s'agit seulement d'une remarque unique, un indicateur isolé. Mais ce matin, je regarde ça et je me dis, waouh, pour la Chine, tout semble assez négatif, alors que moi, je ne trouve que des nouvelles positives. Il y a un autre composant volatile du produit intérieur brut dont nous ne parlons pas parce qu'il est trop variable, mais il montre une très forte croissance au deuxième trimestre pour les États-Unis. Donc, encore une fois, dans ce jeu d'endurance, de qui a le plus besoin de l'autre? Peut-être qu'il est encore trop tôt, mais pour l'instant, les États-Unis ne rencontrent pas de difficultés dues à la baisse du commerce avec la Chine, alors que la Chine en ressent les effets. Peut-être que les Chinois sont tellement endurcis que cela n'affectera en rien le Parti communiste chinois et son pouvoir. Mais pour l'instant, la Chine a un besoin plus grand de rétablir ses relations avec les États-Unis. Plus grande, je veux dire que dans l'autre sens, plus grande que le besoin des États-Unis de rétablir leurs relations avec la Chine. De plus, lors de la restauration, avec l'avènement d'un nouvel ordre, si nous le réorganisons, alors, dans ce que nous voulons, les exportations pourraient augmenter, peut-être de beaucoup. Que peut faire Donald Trump pour accélérer ce processus ? Je pense qu'il va bien. Je suis un peu plus positif à propos de l'ultimate que toi. Je comprends. Donner des ultimatums à mes enfants se retourne contre moi. Habituellement, ce n'est pas idéal, n'est-ce pas? Je peux le confirmer. Donald Trump gère mieux les ultimatums que moi. Il va dans ces pays et dit « faisons comme Trump le ferait ». Maintenant, vous vivez à l'époque de Trump. Vous avez déjà réfléchi, tout bien considéré. C'est comme si vous aviez vérifié dans quelle direction souffle le vent. Faisons un accord. Faites-moi votre meilleure offre et nous vous dirons si elle est satisfaisante. Ça me plaît, c'est le bon moment si tu as raison. Et la Chine ment toujours sur ses chiffres, mais s'ils disent que la production ralentit, alors tout va mal. Aux États-Unis, on reçoit constamment des chiffres étonnants sur le chômage, l'inflation et la production, laissant croire que tout va pour le mieux. C'est le bon moment pour les États-Unis de profiter de cet avantage et d'obtenir des résultats. Donc, j'aime ce qu'il fait à cet égard. Passons de la pure économie à la politique économique. Je vais vous montrer maintenant des extraits du dialogue entre Bill O'Reilly et Victor Davis Hanson. Je vous les ai déjà montrés plusieurs fois et, eh bien, ils sont tous les deux très intelligents. Je dirais ceci. Si l'on compare la guerre froide et de l'eau froide comme si nous étions dans une guerre froide, ce que beaucoup pensent, et comparer cela à l'Union soviétique, Soyouz, alors en 50 ans, la Chine occupe une place tout à fait différente dans ses relations avec les États-Unis. Nous n'avions pas d'étudiants soviétiques ici, nous n'avions pas d'accords commerciaux, c'était la guerre froide. Mais j'aimerais voir davantage de normalisation de ce qui, à mon avis, constitue en quelque sorte une déviation. Nous avons 300 000 étudiants. À Stanford, nous venons tout juste de publier une série d'articles qui révèlent qu'il existait un groupe organisé d'espionnage parmi les étudiants. Il y a environ 4 ans, notre faculté accueillait un membre de l'Armée populaire de libération, invité en tant que neuroscientifique. L'Institut Confucius a été fermé. Le ministère de l'Éducation des États-Unis, sous Trump, lors de son premier mandat et dirigé par Devas, a infligé une amende à Stanford pour ne pas avoir déclaré de nombreux dons. Donc je pense, Bill, je veux dire que le point de vue de George G. Bush ainsi que de Bill Clinton et de George W. Bush est dans une moindre mesure, mais surtout sous Obama, l'idée était que plus vous aviez d'interactions avec la Chine, ils devaient s'imprégner de la culture américaine, de la tolérance et commencer à nous imiter. Mais cela ne s'est pas produit et ne se produit pas. Non, cela ne se produit pas. C'est pourquoi je pense la position de Trump était que nous leur avons montré notre souplesse ou notre douceur et que notre générosité a été accueillie par l'exploitation et non par la réciprocité. Je pense qu'en ce moment, nous nous trouvons dans une situation où, si l'on regarde la Chine, ils construisent 3 à 4 ogives nucléaires par mois. Et ils prévoient d'emporter le nombre à environ 1200 en 5 ans, à environ 1200 en 5 ans. Il est intéressant de noter que plusieurs présidents d'affilée, d'ailleurs je ne suis pas sûr si Obama en faisait partie, on pensait que si un musulman ou les communistes chinois ou peut-être des bandits soudanais voyaient à quel point il est bon de vivre en démocratie, ils abandonneraient aussitôt leur islam, leur communisme, ou simplement le désir d'obtenir par la force ce que possèdent les autres, et ils se précipiteraient
pour construire la démocratie. Là, tout de suite, oui. Une république démocratique ou une démocratie républicaine comme aux États-Unis. Cette idée m'a toujours stupéfié. Je me souviens que Bush Mlachi a dit à propos de l'Irak que, ayant goûté aux fruits de la démocratie, il ne reviendrait jamais à un État islamique. Je n'ai jamais entendu rien de plus stupéfiant de la part d'aucun président, même de Biden, même Biden n'a jamais dit quelque chose de plus stupéfiant. Parmi toutes les stupidités qu'il a dites, celle-ci était la plus stupéfiante. Jusqu'à présent. En plus, j'étais plutôt gentil, que ce soit avec les plus jeunes ou les plus âgés. Je ne comprenais tout simplement pas ce qu'il faisait. Bon, peu importe, ce sont toujours des déclarations un peu naïves. Ça me décourageait énormément. Encore une fois, à propos d'Obama, je ne pense pas qu'il faisait partie de ce groupe parce qu'il me semble qu'il n'est ni pour les États-Unis, ni pour la démocratie, ni pour le marché libre. Eh bien, il me semble qu'il n'aimait pas vraiment ça. Je pense que ce que je veux dire, c'est que à cause de la Seconde Guerre mondiale et aussi parce que nous avons ici une grande diaspora chinoise, il existait une sympathie naturelle pour des relations plus étroites. Et ce n'était pas la guerre froide, Trump-Eisenhower, la guerre froide. Les Américains croyaient en la possibilité d'établir des relations avec la Chine et de leur offrir un assouplissement, des avantages que nous n'avions pas accordés à d'autres pays partenaires. Cela a fonctionné pendant un certain temps, mais ensuite Xi est arrivé. Et comme vous le savez, son héritage personnel est étroitement lié à Taïwan. Vous y croyez ? J'ai dit que j'avais inventé ce partenariat pour la prospérité et la paix, et la raison pour laquelle j'ai fait cela, c'est que la Chine doit nourrir 11,5 milliards de personnes. Ils rencontrent des difficultés. Leur économie a besoin des États-Unis, c'est notre principal levier d'influence sur eux, et je pense qu'ils sont prêts à conclure un accord. Vous y croyez ? En réalité, les Chinois sont très pragmatiques. J'ai négocié avec eux en affaires, ils sont très durs en négociation. Jusqu'à la dernière seconde, ils ne montreront ni un centimètre, ni un pas en arrière, jamais la possibilité de reculer. Oui, mais soudain, quand ils se décident, boum, une poignée de main, c'est mon vécu. Ensuite, il y a la précision, la responsabilité des partenaires chinois. Ils n'hésiteront pas à enfreindre toutes les règles des organisations internationales, comme l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres. Mais un contrat direct sur la livraison, sur le financement, sur la qualité du produit, cela je n'en ai jamais eu, ni moi, ni les personnes que je connaissais. La question est de savoir pourquoi les accords internationaux ne sont pas importants pour eux, mais que les contrats commerciaux le sont. Je ne sais pas, peut-être que cela tient à quelque chose dans leur psychologie, je ne sais pas, dans l'esthétique, l'éthique ou autre chose. Et je pense qu'ils sont prêts à conclure un accord dans le domaine économique parce qu'ils en souffrent. C'est en quelque sorte un phénomène historique. Plus ils ont de possibilités de croissance sociale, moins la population est satisfaite. C'est tout simplement un trait humain, une nature humaine. Ils deviennent encore plus ambitieux dans leur quête d'une vie meilleure. Et il est très difficile de répondre aux attentes de la classe moyenne chinoise croissante, car ils ne dépensent pas autant qu'ils le devraient pour le bien-être intérieur. Non, tout part dans des notes militaires. Oui, tout est destiné à des objectifs militaires. Là-bas, ce ne sont que des spartiates. Mais voici ce que j'ai constaté après plusieurs vérifications. J'ai dit que vous n'obtiendriez rien avec Trump parce que tout tournait autour de Trump. Vous savez, vous avez donné une analyse historique très logique et très bonne. Mais il ne s'intéresse qu'à Trump, rien d'autre. D'accord. Et j'ai dit, la première chose que vous devez faire, c'est en finir avec le fentanyl. Vous devez régler ce problème. Et ils disent, eh bien, nous nous en occupons, mais voilà les précurseurs. J'ai dit que je ne voulais pas entendre parler des précurseurs. Et vous vous souvenez que tout cela était traduit ? Ils avaient de petits écouteurs, car la moitié de la salle parlait anglais et l'autre non. Pendant la traduction simultanée, j'ai dit ne pas vouloir entendre parler des précurseurs. Vous n'avez pas besoin de fentanyl, vous n'avez besoin de rien de tout ça. Mettez-y fin. Donnez ça au président Trump. C'est par là que vous devez commencer. Vous n'avez pas besoin de vous allonger dans le lit avec Poutine. Et je les ai prévenus à propos de Poutine. J'ai dit, vous pouvez essayer de devenir son ami, mais il se retournera contre vous comme un serpent. Vous ne devez pas jouer avec ces gens-là.
Les États-Unis peuvent satisfaire vos besoins énergétiques d'une manière bien plus sûre. Professeur, ils n'ont pu répondre à aucune de ces questions, pas une seule. Et j'ai simplement tout mis en ordre. J'ai dit que collaborer avec de mauvais garçons, le vrai mal vous vaudra cette étiquette. Pourquoi en avez-vous besoin? Cela ne vous aidera pas. C'était l'essence des 90 minutes. La dernière fois, j'ai raconté que la direction de la Chine avait demandé à Bill O'Reilly de tenir une session. Il a pris l'avion pour la Chine et ils l'ont appris. Il a naturellement déposé une demande à l'ambassade et il a tout de suite reçu un appel. Notre direction aimerait beaucoup organiser avec vous une soirée de questions-réponses. Voudrait vous poser quelques questions? Il a répondu avec plaisir, bien sûr. Et il en a informé notre département d'État. À la session, il y avait, selon lui, 14 hauts responsables d'entreprises, de départements et en plus, comme il l'a dit, quelques autres gars chinois encore plus importants. Ils ont regardé ce séminaire sur Internet et quand ils avaient des questions, ils les posaient par l'intermédiaire des personnes présentes. Au séminaire, O'Reilly a dit qu'il ne comptait discuter avec personne et qu'il exposait uniquement son propre point de vue et non celui de l'État. Et il a exprimé la sienne. Comme il l'a dit, pardonnez-moi, je ne crois pas à son idée d'une union entre la Chine et les États-Unis sans chien de garde. Encore une fois, son expression du genre « sans l'Iran, sans la Corée du Nord et, pour le dire gentiment, sans la Russie, les États-Unis », a-t-il dit. Eh bien, je suis presque sûr que Gazdepp en a simplement discuté avec lui. Les États-Unis vont vous fournir des sources d'énergie à la place de l'Iran et en partie à la place de la Russie. Mais vous n'avez rien à faire. Du point de vue de la protection de quelqu'un, où allons-nous protéger de toute façon? Oui, ou vos territoires, nous n'avons absolument pas besoin de vos territoires. Nous n'avons même pas de frontières communes avec vous. Oui. Nous n'avons aucun désaccord dans les zones frontalières. Vous ne venez pas chez nous, nous n'irons pas chez vous. Mais si nous arrêtons de chercher constamment des combinaisons, la paix sera plus calme et meilleure. À son arrivée, O'Reilly a appelé la Maison-Blanche, il a été mis en relation avec Trump et il a fait un compte-rendu au président avec des détails dont, selon ses dires, il ne peut pas parler publiquement. Faire un compromis avec sa propre idéologie, parce qu'il y a tout un groupe de personnes autour d'eux qui ne réagissent pas aux mêmes stimuli que les démocraties occidentales ou les dictatures. Je vais vous dire pourquoi. Dans cette pièce, il n'y avait guère d'affection pour Poutine ou l'Iran. Les Chinois ne se soucient pas de l'Ukraine. Ça ne les intéresse pas? D'accord, mais il n'y avait guère de sympathie là-bas. Il n'y avait pas d'amour pour Poutine dans mon public, a-t-il dit. Et il savait tout ce que la direction écoutait. C'est-à-dire que cela signifie qu'ils se comportaient d'une manière que leur direction approuvait. Donc, O'Reilly et Kenson parlaient aussi des universités, de la Ivy League, que la dernière fois j'ai appelé la Ligue de quelque chose d'autre, la Ligue de la feuille de laurier. Bon, ils savent que c'est une violation constitutionnelle. Ils savent aussi que le gouvernement chinois et surtout Guterres leur ont accordé au total 50 milliards de dollars. Et cela a vraiment influencé notre politique étrangère. Parce qu'il y a déjà toute une génération de personnes issues de ces programmes de master qui ont assisté à des cours donnés par des professeurs financés par ces deux gouvernements. Et je pourrais continuer. Mais l'antisémitisme y est très répandu. À Stanford, nous avions un rapport de 900 pages, préparé par des professeurs libéraux. C'est l'un des documents d'accusation les plus accablants que j'ai jamais vus. Alors, ils ne veulent pas entrer en conflit avec Trump parce qu'ils ont trop de points faibles, trop de culpabilité. Ils prélèvent 110% des frais auprès des étudiants étrangers. Les étrangers représentent un tiers de tous les étudiants. Tout est une question d'argent. Mais même à Harvard, ils ne sont pas prêts à renoncer à leur idéologie. Ils admettent que 80% des nouveaux employés sont des progressistes. Peut-être que c'est vrai. Il y a 5 professeurs conservateurs. Ils n'admettent même pas que c'est mal. Donc en gros, j'espère que Trump va gagner. Est-ce que Trump a tous les atouts en main? Oui, Trump a tous les atouts. Selon un sondage Gallup récent, 65% des gens font confiance à l'enseignement supérieur. Mais cela rend les médias fous. Oh, ils sont en train de dégringoler. Actuellement,
Ce n'est plus que 30%. Trump envisage d'imposer une taxe sur les revenus des fonds de dotation. Oui, il compte tout attaquer. Oui, ils devront négocier avec lui. J'espère bien. Je pense qu'il va gagner ça. Et je pense que si Xi et Trump se retrouvent dans le même bâtiment, ils vont aussi trouver un terrain d'entente. Ce que nous avons découvert, Dedo, c'est que la direction chinoise n'aime pas Poutine, qu'il se moque complètement de l'Ukraine, de ce qui s'y passe absolument, que la Chine souhaite parvenir à un accord avec les États-Unis sur une coopération étroite, mais en même temps, ils fabriquent des ogives nucléaires en très grande quantité. Eh bien, et maintenant, passons au dessert. Pourquoi Donald Trump fait-il cela? Il mène une contre-révolution. Durant son premier mandat, il a déclaré vouloir s'attaquer aux symptômes. Politique étrangère, frontières, criminalité, énergie. Il a réalisé qu'il était quasiment impossible de changer les choses. Les sources étaient anonymes, ainsi que James Comey et des personnes du ministère de la Justice. Et puis sont venues ces années d'exil. Et il a dit, il faut comprendre c'est pourquoi ces gens ont autant de pouvoir, alors que ce sont leurs problèmes. Personne ne veut d'un rapport de 80 pour 20, 70 pour 30. Personne ne veut de frontières ouvertes. Personne ne veut d'interdiction de la fracturation hydraulique. Personne ne veut d'un nouveau pacte vert. Personne ne veut que les personnes transgenres participent au sport féminin. Et il a avancé un argument convaincant. Ils ont le contrôle sur les institutions, la culture de masse, les médias, les universités, les écoles de la première à la 12e année, et ainsi de suite. Il a affirmé que le gouvernement fédéral finance principalement des personnes d'extrême gauche sous prétexte d'impartialité, mais que ce n'est pas vraiment le cas. Donc je ne vais pas entrer en conflit, en fait. Je ne vais tout simplement pas financer National Public Radio ou Public Broadcasting Service. Les Américains sont perplexes parce qu'ils ont laissé entrer illégalement entre 10 et 12 millions de personnes. Et il y a eu beaucoup de procès à ce sujet. Faites en sorte que Mayorkas, qui a été mis en accusation, respecte la loi. L'entrée aux États-Unis sans autorisation est illégale. Et maintenant, écoutez attentivement l'explication de ce que font les juges qui, comme auparavant, étaient des journalistes, des rédacteurs et d'autres, transformés en instruments de la construction du fascisme aux États-Unis. Voici ce que dit le tribunal, voici ce que dit le tribunal. Message aux électeurs américains. De notre point de vue, il était illégal que vous tous, 12 millions, ayez enfreint la loi et soyez entrés dans le pays. Il était légal d'enfreindre la loi, mais maintenant il est illégal de respecter la loi, de vous obliger à obéir à la loi. Et rentrez chez vous et réessayez, mais cette fois légalement. Et rentrez chez vous et réessayez légalement. Je pense que Hanson a parfaitement résumé la situation créée par les démocrates aux États-Unis. Ce sont ces mots, ils nous disent « C'était légal de violer les lois américaines sur la frontière et d'amener ici des millions de migrants. Mais il est illégal d'agir dans le cadre de la loi pour renvoyer chez eux ceux qui ont franchi illégalement notre frontière. » Eh bien, on ne pourrait pas mieux le dire. Sur cette note, sur cette définition claire de ce que font les démocrates, nous allons en fait conclure. Merci d'avoir regardé et pour vos commentaires agréables, je les lis, même si je ne peux pas toujours répondre à tous. Pour ceux qui pensent que je supprime, je vous informe que oui, effectivement, je supprime. Je supprime dans 2 cas, pas plus. Les liens vers des articles ou des vidéos externes, je les supprime immédiatement dès que je les vois. La deuxième raison est le langage grossier envers les participants au débat. Moi, s'il vous plaît, eh bien là, si possible, pas trop. Mais en fait, ça peut être beaucoup aussi. On peut insulter, on peut en fait dire tout ce qu'on veut. Tout d'abord, moi, comme on dit ici en Amérique, je suis une personnalité publique. Donc, c'est votre affaire, oui. Mais s'il vous plaît, ne touchez pas aux participants à la discussion qui échangent avec vous. Je ne supporte absolument pas ce genre de grossièreté. D'ailleurs, je retiens ou je note qui c'est, et la première fois, je fais comme une remarque, c'est-à-dire j'écris quelque chose, et je supprime, oui, mais la deuxième fois, j'efface complètement la personne. Au diable, je ne supporte pas la vieille dame Kamov. Eh bien, certains n'aiment pas les blondes, et d'autres n'aiment pas les grossiers. Tout arrive. Oui, qui n'est pas encore abonné à la chaîne.
La feuille de route vers la liberté, je vous demande de vous abonner, la basse. Des tonnes de nouveaux contenus intéressants. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, et à la prochaine rencontre.